Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Donc, aujourd'hui, jeudi 19 mars, la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions diplomatiques et énergétiques dominent l'actualité. Au Canada, le budget du Québec, la démographie et des dossiers de sécurité et de justice retiennent l'attention. Géopolitique, Donald Trump hausse le ton contre l'Iran en visant directement l'île de Kharg et ses installations pétrolières. Une frappe américaine contre ses actifs exposerait le marché mondial à une flambée brutale des prix du pétrole. Le détroit d'Ormuz reste un point de tension central, malgré l'ouverture partielle du passage à certains navires de pays non combattants. Des pétroliers destinés à l'Asie, ainsi que des navires marchands grecs et chinois, l'ont franchi ces derniers jours. Le président américain demande à des alliés d'augmenter leur présence navale dans le détroit d'Ormuz. Le premier ministre du Japon, Sanae Takaichi, prépare sa première visite à la Maison-Blanche, sur fond de pression pour un déploiement de navires. La guerre perturbe aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Des cargaisons d'aide de l'ONU se retrouvent freinées dans le Golfe, au même titre que des navires commerciaux bloqués près d'Ormuz. Les attaques sur les infrastructures gazières marquent une escalade. Israël a frappé le champ gazier de South Pars en Iran et des installations au Qatar ont été touchées par des frappes iraniennes. Donald Trump affirme qu'Israël a agi seul lors de la frappe sur South Pars. Il menace l'Iran d'une riposte majeure si des sites qataris sont visés à nouveau. Washington annonce aussi une ligne plus précise sur les frappes à venir. Donald Trump dit qu'Israël ne frappera plus le champ gazier iranien, tout en répétant que les États-Unis le feraient si le Qatar était de nouveau attaqué. Des frappes et contre-frappes secouent les marchés et alimentent l'incertitude sur la durée du conflit. Le baril Brent se rapproche d'un plus haut sur 52 semaines, après la frappe israélienne sur un important site gazier en Iran. Au Congrès américain, des élus interrogent les responsables du renseignement sur la conduite de la guerre. La direction du renseignement américain décrit un régime iranien intact mais dégradé. Le climat politique à Washington se tend aussi en interne. Le FBI enquête sur un haut responsable antiterroriste, Joseph Kent, après sa démission liée à la guerre, et des soupçons de fuite d'informations classifiées. La pression militaire se diffuse au-delà du front principal. Un drone a visé une unité opérationnelle de la raffinerie de Mina Abdullah, au Koweït, déclenchant un incendie après une attaque sur Mina al-Ahmadi. En Iran, la répression se durcit sur fond de guerre. Téhéran a pendu 3 personnes condamnées pour la mort d'un policier lors des manifestations de janvier. À Téhéran, des milliers de personnes ont assisté à des funérailles officielles, notamment pour un chef de la sécurité et un équipage de la marine. Le pouvoir met en scène l'unité nationale autour de ces morts. Le Liban reste exposé à une extension du conflit. L'Union européenne avertit Israël contre une offensive terrestre, tout en se demandant comment contenir Hezbollah. La France choisit aussi un geste politique à Beyrouth. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, annonce une visite au Liban, présentée comme un signe de soutien et de solidarité. Sur le terrain libanais, des accusations graves émergent sur les méthodes de guerre. Soupçonné d'avoir utilisé une arme illégale dans le sud du Liban, alors que plus d'1 million de personnes ont été déplacées et plus de 900 tuées. La question de l'ingérence politique s'invite en Europe. Le Premier ministre slovène Robert Golob demande à la Commission européenne d'enquêter sur des accusations visant la société Black Cube. Le conflit pèse enfin sur l'agenda de la Maison-Blanche au-delà du Moyen-Orient. Donald Trump reporte un voyage en Chine, initialement lié à la stabilisation d'une trêve fragile sur le commerce et les technologies. En Afrique, un autre indicateur de sécurité inquiète. Les décès liés au terrorisme ont augmenté de 46% au Nigeria, de 513 en 2024 à 750 en 2025, malgré un recul mondial.
Le Nigeria enregistre la hausse la plus forte au monde sur un an. Le pays se classe 4e au Global Terrorism Index, derrière le Pakistan, le Burkina Faso et le Niger. La République démocratique du Congo est aussi citée parmi les pays où la violence djihadiste a fortement progressé l'an dernier. Cette poussée contraste avec un niveau mondial de morts tombé au plus bas en 10 ans. Canada. Le budget du Québec, porté par le ministre des Finances Éric Girard, insiste sur un mot d'ordre. Il affirme que la sobriété a bien meilleur goût, en pleine période de promesses préélectorales. Ce budget cherche moins à séduire les contribuables qu'à rassurer les agences de notation. Le gouvernement mise sur une image de discipline plutôt que sur des annonces populaires. Dans l'enseignement supérieur, l'accueil est plus nuancé que triomphal. La Fédération des cégeps parle d'un budget reçu avec soulagement, tout en regrettant le manque d'investissement en infrastructures. Les arbitrages budgétaires touchent des services essentiels. Un outil de suivi permet de voir la répartition des dépenses, de la santé à l'éducation, à partir de la contribution des citoyens. À Ottawa, un autre chantier stratégique prend de l'ampleur. Le gouvernement veut moderniser l'Arctique canadien, un territoire environ 6 fois plus vaste que le Texas. Le diagnostic est celui d'un retard structurel en infrastructure. De vastes zones du Nord manquent de routes, de ports et de sources d'énergie, malgré un potentiel minier important. La dimension sécuritaire fait aussi partie du tableau. Le Nord se sent plus vulnérable face à des menaces extérieures, ce qui augmente la pression sur les investissements fédéraux. Sur le front commercial, le Canada prépare ses arguments face à Washington. Des négociateurs canadiens identifient plusieurs leviers pour réduire ou faire enlever des tarifs imposés par Donald Trump. La dépendance commerciale reste asymétrique. L'économie canadienne dépend davantage des exportations vers les États-Unis que l'inverse, ce qui complique le rapport de force. Sur le plan démographique, Statistique Canada rapporte une baisse récente de la population. Les estimations indiquent une diminution d'environ 102 000 personnes au pays à la fin de 2025. Au Québec, la dynamique migratoire bascule aussi. La province a perdu 7 126 migrants en 2025, avec plus de départs que d'arrivées, une première en près de 30 ans. À Montréal, la justice avance dans un dossier très attendu. Le propriétaire Émile Benamor est accusé d'homicides involontaires et de négligence criminelle après l'incendie du Vieux-Montréal. 7 personnes étaient mortes dans cet incendie, il y a 3 ans. La police de Montréal précise qu'Émile Benamor n'est pas soupçonné d'avoir déclenché le feu. L'enjeu porte plutôt sur l'état des lieux. Des proches des victimes disent espérer que ces accusations mèneront à une forme de justice. Science. Sony annonce avoir retiré 135 000 deepfakes liés à la musique de ses artistes. L'entreprise affirme que la prolifération de l'intelligence artificielle facilite la mise en ligne de fausses chansons. Ces contenus imitent des voix et des styles connus. Ils se retrouvent ensuite sur des plateformes d'écoute, avec un risque de tromperie pour le public. Le retrait massif illustre aussi une bataille technique et juridique. Les titulaires de droits tentent de suivre un volume de contenu généré artificiellement qui augmente rapidement. Le problème touche la traçabilité. Une fois les fichiers dupliqués et repartagés, les retraits deviennent plus difficiles à maintenir dans le temps. Dans un tout autre domaine, l'IA et la télédétection servent à l'archéologie. Des chercheurs ont repéré 28 sites similaires à Rouge Melliri, sur le plateau du Golan. Rouge Melliri est souvent surnommé le Stonehenge d'Israël. La découverte de nombreux sites comparables remet en question l'idée d'un monument unique au rôle isolé. L'identification par analyse d'images à distance élargit le terrain d'étude. Elle suggère un phénomène régional plus large, au-delà d'un seul cercle de pierre. Climat. 5 dirigeants européens demandent une solution urgente pour un pétrolier russe à la dérive. L'Italie, l'Espagne, Malte, la Grèce et Chypre alertent Bruxelles sur un risque écologique. Leur lettre à la présidente de la Commission européenne évoque un danger imminent et sérieux.
Ils veulent éviter une catastrophe environnementale majeure en mer. L'inquiétude porte sur la possibilité d'une fuite ou d'un accident. Les pays signataires réclament une réponse coordonnée avant une dégradation de la situation. Monde. Dans la bande de Gaza, une attaque de drone à Gazaville a fait 2 morts. Le tir a touché le quartier de Zaytoun, avec des décès confirmés par des sources hospitalières à Al-Shifa. Les violences frappent aussi des civils déplacés plus au sud. Des funérailles ont eu lieu à l'hôpital Nasser de Khan Younes après des morts attribuées à une frappe. Au Liban, des travailleurs migrants subissent un nouveau cycle de déplacement. Parmi près d'1 million de personnes déplacées figurent des migrants non comptés par l'État libanais. Le pays compterait environ 170 000 travailleurs migrants concernés. Beaucoup avaient fui des guerres dans leur pays d'origine ou cherchaient une vie plus stable. La reprise des combats les rattrape dans leur pays d'accueil. Ils doivent parfois quitter un logement précaire, sans protection administrative équivalente à celle des citoyens. Sur un autre registre, une crise secoue le football africain. Le Sénégal annonce un appel après une décision retirant son titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Les autorités sénégalaises dénoncent une décision jugée injuste, sans précédent et inacceptable. Le titre est attribué au Maroc, pays hôte, après une finale chaotique. La controverse porte aussi sur la procédure. Des observateurs évoquent un précédent très dangereux et critiquent une communication jugée opaque avec un calendrier contesté. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 710 $ américains, en baisse de moins 5,7% sur 24 heures. L'argent se négocie à 72 $ américains, en baisse de moins 10,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 70,042, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,729 $ américains. À Cuba, la crise économique et énergétique s'aggrave sur fond de pression américaine. Donald Trump menace d'agir alors que La Havane défie des sanctions. L'approvisionnement en énergie reste au cœur de la crise. 2 pétroliers transportant du brut sont en route vers l'île, après une déclaration de solidarité indéfectible de la Russie. Sur le terrain, des Européens acheminent de l'aide médicale. Des militants ont livré 5 tonnes de matériel, dans un pays confronté à des pannes d'électricité généralisées. La population décrit un quotidien sous tension. Des Cubains évoquent des coupures, des pénuries de nourriture et des difficultés de transport, et réclament des décisions rapides. En Asie, l'économie subit aussi les effets des perturbations maritimes au Moyen-Orient. La fermeture du détroit d'Ormuz ne touche pas seulement le pétrole et le gaz. Des chaînes d'approvisionnement en plastique, aluminium et microprocesseurs se retrouvent affectées. L'enjeu concerne l'industrie, l'agriculture et les technologies. En Europe, le conflit entre dans la facture énergétique. Le continent fait face à une nouvelle poussée de tensions sur l'énergie, dans un contexte déjà marqué par des crises récentes. Les prix du gaz réagissent vivement aux frappes sur des infrastructures régionales. Le prix du gaz bondit d'environ 25% après des attaques sur un hub au Qatar. À Bruxelles, un autre dossier financier reste bloqué. Des dirigeants européens cherchent à débloquer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Le différend implique Viktor Orban et Volodymyr Zelensky. Il porte sur des dommages à un oléoduc russe clé, devenu un point de friction politique. À savoir aujourd'hui, le 19 mars 2003, les États-Unis et leurs alliés ont lancé l'invasion de l'Irak. Le 19 mars 1918, le Congrès des États-Unis a instauré les fuseaux horaires et leur avancée à l'échelle fédérale. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.